Et Ok, voilà, c'est parti. ok. Bonsoir à tous. Je vais commencer par une petite introduction du sujet en quelques minutes. Le thème, c'est gouvernance internationale de l'intelligence artificielle et je dirais implicitement de l'intelligence artificielle plus large que l'humain envisageable avec les risques et les espoirs existentiels que cela pourrait donner. Et je vais commencer par quelques mots à propos des espoirs. On va dire, dans un passé récent, ce qui a été écrit de plus intéressant et de plus important, probablement par rapport à ce que pourrait nous amener une intelligence artificielle totalement performante, mais je dirais aussi un monde d'abondance, a été écrit par le philosophe transhumaniste probablement le plus connu, qui est aussi un longévitiste de très longue date et une personne s'intéressant aux risques de l'intelligence artificielle de très longue date, à savoir Nick Bostrom. Nick Bostrom a écrit un ouvrage long qui s'appelle Deep Utopia et donc qui se pose la question comment vivrions-nous, comment nous comporterions-nous, comment parvenir à être épanouis dans un monde dans lequel les progrès technologiques ont permis une abondance totale, avec notamment comme conséquence aussi une abondance totale, c'est aussi une non-nécessité de travailler, une non-nécessité pour l'humain de faire des choses qui ne peuvent pas être faites par la machine, etc. C'est un livre qu'un certain nombre de personnes ont apprécié et un nombre plutôt plus important de personnes n'ont pas tellement apprécié, enfin l'ont trouvé un peu complexe. Je suis dans le groupe de ceux qui le trouvent un peu trop philosophique. Voilà, voilà, donc Fred doit aimer, mais si tu l'as lu, sinon je peux te le prêter un jour. Voilà. Et ça, c'était le livre le plus important qui a été rédigé sur ce sujet-là. Et ce que je veux dire, moi, mon rêve concernant un avenir idéal, ce serait qu'il y ait une organisation un peu de type CERN, dans un premier temps au niveau de l'Union européenne et dans un temps plus lointain et grâce à plus de consensus au niveau mondial, qui aurait pour but non pas de s'intéresser, comme le fait l'Europe actuelle, uniquement aux questions juridiques, etc., mais de s'intéresser à vraiment créer une intelligence artificielle qui rendrait l'humain résilient, pouvant vivre sans limitation de durée et même peut-être heureux. Voilà, ça c'est du côté, pour faire quelques mots d'introduction à l'aspect intelligence artificielle, en quoi est-ce qu'elle pourrait être un espoir pour l'humanité. Et maintenant, quelques mots pour l'autre côté. Donc, la première chose qui est vraiment extrêmement récente, c'est qu'il y a maintenant 3 jours, il y avait une réunion aux Nations Unies concernant l'intelligence artificielle, dans lequel 200 personnes, dont une petite dizaine de prix Nobel, une dizaine de hautes personnalités politiques, dont les anciens présidents de la République, pas Sarkozy, et des centaines d'autres personnalités et organisations, 200 autres personnalités et organisations, ont signé un texte qui demande que ce qu'ils appellent lignes rouges soient fixées pour l'intelligence artificielle. Donc ça concerne notamment implicitement la question de ce qu'on appelle les risques existentiels, donc une intelligence artificielle qui pourrait mettre fin à l'humanité complètement, mais ça concerne aussi les autres risques. Par exemple, ce qui, à mon avis, est le risque aujourd'hui majeur, c'est le risque d'une guerre nucléaire déclenchée
à cause de l'intelligence artificielle, pas d'une intelligence artificielle qui voudrait, entre guillemets, nous détruire, mais une accélération due au développement de l'intelligence artificielle qu'on n'arrive pas à arrêter. Et la deuxième chose du côté des risques, c'est le livre d'Eliezer Yudkowsky et Nat Soares, qui a comme titre, donc, si quelqu'un, je le traduis d'abord en français, si quelqu'un le construit, tout le monde meurt. Donc, if anyone builds it, everyone dies. Et donc, le qu'il y a derrière, c'est une intelligence artificielle supérieure à l'humain. Donc, ces deux auteurs sont convaincus qu'il n'y a aucune chance d'avoir une intelligence artificielle que on dirait alignée aux espoirs de l'humanité, et que une intelligence artificielle, pour toutes sortes de raisons, nous détruirait vraiment. Pour eux, c'est à 99 voire à 100% de probabilité si on n'arrive pas à l'arrêter. Voilà, et la dernière chose que je voulais dire, c'était une 15 secondes de publicité pour dire que j'organise avec des gens de Pause AI et probablement aussi avec des gens de Pause IA. Donc Pause AI, c'est l'organisation qui demande, c'est une des organisations internationales qui demande qu'on fasse la pause au point de vue du progrès en matière d'intelligence artificielle. J'organise avec ces gens-là une conférence de 3 jours à Bruxelles les 11, 12 et 13 décembre. Et bien sûr, vous êtes les bienvenus, ou plus exactement, vous êtes les bienvenus si vous pensez quand même qu'il y a un risque. Si vous pensez qu'il n'y a aucun risque, normalement, c'est des gens qui se réunissent par rapport au risque eux-mêmes. Voilà, voilà. C'est terminé pour mon intervention. Et je propose que Fred et puis Marco, ou l'inverse, vous me répondiez, et puis après, en quelques minutes, et puis après, on dialogue. J'espère que le son de la radio qui est là n'est pas trop fort. J'ai un 6e sens pour toujours choisir des endroits où, une fois que j'ai commencé une réunion, le son remonte. Voilà, voilà. Ouais. Alors peut-être que du coup, pour ce petit tour de table, Didier, tu peux couper ton Coupez micro, le comme ça on micro. n'entendra pas Yes. le bruit. Bon, voilà, super. Ouais, alors pour ma part, c'est vrai que c'est pas forcément la thématique qui m'intéresse le plus et sur laquelle j'ai le plus réfléchi. Quelques remarques comme ça en passant, je dirais que le teasing, le titre de Yudkowsky est pour moi peut-être moins bon que s'il avait dit si nous le construisons, tout le monde va énormément souffrir et retourner à l'âge de pierre. Parce que de la même manière que par rapport à la question d'ailleurs de l'interventionnisme pour les animaux, je pense que les espèces ne souffrent pas, c'est seulement les individus au sein des espèces qui souffrent. Et donc, si on est tous anéantis d'un coup, sans même s'en rendre compte, finalement, personne n'en souffrira. Donc, est-ce que c'est un mal si on était anéanti? Peut-être. Il faudra encore le démontrer. Moi, je sais que je démontre ça, notamment dans mon bouquin, là, Les chiens de paille, en disant que ce serait bien dommage de disparaître en tant qu'espèce, pour la simple et bonne raison que notre mission, c'est de sortir de la condition humaine telle qu'elle est, c'est-à-dire des êtres conscients et mortels, avec une durée de vie faible et beaucoup de souffrance. Parce que tout simplement, si l'espèce humaine disparaissait, il est fort probable que ici ou ailleurs dans l'univers, d'autres espèces avec le même problème que nous, problème de conscience et de mortalité et de souffrance, réémergeraient. Donc on serait reparti pour un tour, comme sur un manège infernal. Donc ce serait ça un peu le problème. Mais la disparition sèche est peut-être moins grave que rester là et souffrir encore tant et plus. Donc je sais que c'est possible avec l'IA, mais pas seulement avec l'IA, quoi. Des risques de retourner à l'âge de pierre par désastres écologiques, guerres diverses, nucléaires ou non. Ces risques sont là, effectivement. Donc il y a certainement beaucoup à faire autour de ça. Mais faire un truc à la Yudkowsky en disant mais celui-là c'est le définitif, alors outre qu'il fasse peut-être moins peur que d'autres, c'est effectivement on-off, si c'est 100% et que c'est pas du tout possible d'aligner, ça paraît vraiment très 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 on-off et donc pas trop opérationnel, c'est un peu dommage. Ça c'était la première salve de remarques.
La deuxième que je voulais faire, eh ben, je ne m'en rappelle plus, donc je reviendrai peut-être après. Donc, je laisse la parole aux autres. Vas-y Marco et puis Nicolas. Mais Marco, si tu parles pour le moment, tu es muté. Sinon, Nicolas, peut-être. Personne ne veut s'exprimer? Allez, allez. Ouais, c'est bizarre. Il y a Shaiman, mais là, micro coupé, caméra coupée. Nicolas, Marco. Ah, Shaiman est Euh, là aussi? Ah oui, oui, j'avais pas ouais, vu que tu étais ouais. là. Vas-y, Shaiman, Manifestez-vous alors. si vous voulez bien. Sinon, après, on reprendra avec Oui, oui, Didier, j'avais mais pas là, vu que tu étais là. on va vous laisser une dizaine de secondes peut-être pour émerger. Ah voilà, Shaiman. Pour moi, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? À propos, peut-être commence par à propos de 2027, puisque Nicolas en parlait, le site internet, pour le résumer rapidement. Voilà. C'est quelque chose qui revient assez souvent aussi Donc, le dans les gens qui scénario parlent. AI 2027, c'est ça? Oui, Oui, du coup, ça, c'est un scénario qui a été créé par cinq des plus grands experts en intelligence artificielle, dont principalement Daniel Kokotailo, qui est un ancien chercheur d'OpenAI. D'ailleurs, Daniel Kokotailo, on lui a proposé un accord de de quelques millions d'euros pour qu'il n'ait pas le droit de parler d'OpenAI par la suite, et il l'a refusé pour pouvoir créer ce genre de rapport et alerter sur les risques. Et grosso modo, c'est un rapport qui explique comment est-ce qu'on passe de ChatGPT que tout le monde a dans sa poche actuellement, à une IA largement surhumaine qui pourrait anéantir l'ensemble de l'humanité en relativement peu de temps. Et donc eux, comme d'ailleurs Leopold Eschenbrenner dans son rapport Situational Awareness, situe une possible explosion d'intelligence aux alentours de 2027-2028 en traçant les tendances actuelles. Et il propose à la fin aussi, c'est ça qui est intéressant, deux scénarios différents, avec d'une part un scénario qui aboutirait vraiment à l'extinction humaine, et d'autre part un scénario où les humains finalement font d'autres choix, notamment le fait de ralentir les progrès en intelligence artificielle et se préoccuper davantage de sécurité, ce qui amène à un monde tout à fait étonnant là aussi. C'est pas l'utopie pure, mais disons qu'au moins on n'est pas tous morts. Donc voilà pour la présentation de AI 2027. et peut-être pour compléter aussi par rapport à ce que Nicolas écrivait sur le chat, donc dans les deux scénarios qui sont en ligne, les choses se passent, on va dire, extrêmement bien globalement pour le niveau de bien-être des humains, et même il n'y a plus de maladies de vieillissement 2 ans avant que tout se termine mal, enfin dans un des deux scénarios. Et Donc ça fait c'est partie des une grandes difficultés avec l'intelligence artificielle, c'est voilà, qu'évidemment, elle n'a pas du tout intérêt à montrer qu'elle est ouais, véhémente avec nous ou non alignée. Au contraire, elle va jusqu'au dernier moment, jusqu'à avoir suffisamment de pouvoir pour tous nous ouais, tuer, faire semblant d'être alignée et résoudre ouais, beaucoup de problèmes. Donc c'est effectivement quelque chose qui risque de rendre encore plus compliqué la ouais. bataille pour la sécurité de l'IA. Et j'en profite pour dire que le chercheur le plus connu et le plus cité, paraît-il, au monde, à savoir, enfin, un des chercheurs les plus connus sur l'intelligence artificielle et le chercheur, paraît-il, le plus cité au monde pour ce qui concerne les aspects scientifiques, quels qu'ils soient. Donc, j'ai nommé Yoshua Bengio, a maintenant, récemment, il y a quelques mois à peine, créé une organisation dont le nom m'échappe, mais ça, Nicolas va me souffler. Mais C'est donc, l'O0, l'organisation, ou l'Oi0 voilà, en français. voilà. Et donc, cette organisation, j'ai écouté dans une interview, en fait, il y aurait pour la création d'une intelligence artificielle par Yoshua et son organisation, trois grands principes. Le premier grand principe, c'est que ce serait
non pas une intelligence artificielle capable de prendre des initiatives, mais simplement ce qu'on appelle parfois un oracle, donc une intelligence artificielle qui ne fait que répondre. Le deuxième aspect fondamental, ce serait qu'il s'agit d'une intelligence artificielle qui n'aurait pas le souhait de survivre, parce qu'on sait bien que à partir du moment où une intelligence artificielle veut survivre, ben, elle doit s'assurer que les humains ne peuvent pas l'arrêter. La meilleure manière de s'assurer que les humains ne peuvent pas l'arrêter, c'est de les tuer. Et la troisième chose, là j'étais un peu plus surpris, ce serait une intelligence artificielle qui ne pourrait pas mentir, tout simplement. Voilà. Mais est-ce que je suis malheureusement à peu près certain que si on pose la question à Eliezer Yudkowsky et à quelques autres, si ça peut suffire pour créer une IA qui ne nous détruira pas, ils le diront non, mais ce serait intéressant d'avoir un débat avec eux. Voilà, j'ai terminé ma petite partie. J'espère que mes voisins, pourtant lointains, ne font pas quand même trop de bruit. C'est intéressant aussi, là, j'ai écouté il y a 3 jours, je crois, un podcast avec Yoshua Bengio qui est sorti. Et en fait, il prend maintenant des prédictions vraiment osées. Il a dit que pour lui, il y avait 99% de probabilité qu'on atteigne une super IA dans les 20 ans. Donc, effectivement, scientifique le plus cité au monde qui dit ça, qu'on pense que la super IA, c'est une chose positive ou négative. Effectivement, ça, ça promet beaucoup de changements dans les années à venir. Après, sur l'aspect de l'organisation loi zéro, moi je suis un peu sceptique, notamment sur l'aspect non agentif, parce que l'idée en fait d'un oracle qui donnerait des informations comme ça peut, c'est une idée intéressante de ne pas rendre agentif, parce que beaucoup de problèmes viennent du fait que ça soit agentif. Mais déjà, d'une part, ça résout pas tous les problèmes. Par exemple, si une IA peut, je ne sais pas, donner le code pour une cyberattaque ou la façon, enfin une recette pour faire une pandémie particulièrement virulente ou expliquer comment faire de la vie miroir de façon très simple, ça pose quand même d'énormes problèmes. Et ça, tout ce qui est lié aux usages malveillants, il l'adresse finalement assez peu. Et il y a aussi l'idée que quand même pour répondre à des questions, même au niveau de la connaissance, il faut un certain degré d'agentivité. C'est-à-dire si on veut résoudre, par exemple, la théorie du tout ou faire davantage d'avancées en physique quantique, sans expérimentation, sans construire un tunnel de 27 km sous 3 pays, c'est un peu compliqué à faire, quoi. Donc, à quelque part, est-ce qu'il y a vraiment une possibilité de résoudre tous les problèmes de connaissance sans expérimentation? Ou est-ce qu'à un moment, il ne faut pas quand même une certaine expérimentation et donc, finalement, l'agentivité viendrait comme une sorte de but instrumental pour la connaissance en tant que telle, même si on ne lui donne pas les outils d'agentivité en elle-même. Et Ouais. dernière chose, c'est Ouais. que même si on crée une intelligence artificielle comme ça, la pression économique va quand même vers l'IA agentive. C'est-à-dire que cette IA, l'IA qu'imagine Benjo, AI Scientist, une sorte d'oracle, comme tu as dit Didier, finalement, cette IA ne pourrait pas remplacer, par exemple, la plupart des métiers. Or, c'est très clairement ce qu'essayent de faire les géants de la tech. Ils veulent absolument remplacer les métiers parce que c'est ça qui permet d'avoir la mainmise sur l'économie, c'est ça qui permet c'est ça qui donne le pouvoir et c'est ça qui aussi est utile économiquement, quoi, quelque part. Donc, même si on arrivait techniquement, ce qui risque d'être très, très, très compliqué, à faire ce que dit Benjo, à mon avis, ça suffirait pas à stopper la course à l'IA agentive par ailleurs. Oui, sur la fin de ton argumentation, je suis malheureusement d'accord. Maintenant, ce que disait Yoshua, c'est peut-être la même. Non, je pense ça ne doit pas être la même interview qu'on a écoutée, mais c'était aussi une interview que j'ai écoutée il y a quelques jours. Ce qu'il disait, c'était que les grandes entreprises sont quand même constituées aussi tout au-dessus d'humains qui n'ont pas plus envie de mourir que toi et moi, ou pas tellement plus, on va dire, en tout cas. Et donc que si il arrive à créer une IA plus sûre
et qu'il ne fasse pas de bêtises non plus avec ses clients, peut-être que ça peut servir d'exemple et que ça va être suivi. Donc, c'est pas totalement non convaincant. Maintenant, je suis d'accord que comment dire, que ça n'est pas 100% quelque chose où je me dis, ah bah oui, si Yoshua Bengio a les moyens, ça va nécessairement fonctionner. Moi, je suis toujours, peut-être pour faire une petite discussion entre toi, Shaiman, et moi, je reste avec une sorte de raisonnement. Si les deux étaient également possibles, à savoir arrêter les développements de l'intelligence artificielle ou travailler pour une intelligence artificielle supérieure à l'humain, mais sûre, je choisirais d'arrêter. Mais obtenir une pause me paraît encore beaucoup plus complexe que d'avoir une accélération des recherches sur la sécurité. Parce que obtenir un arrêt des recherches en matière d'intelligence artificielle signifie donc d'abord convaincre au moins les États-Unis, la Chine et certains pays de l'Union européenne d'arrêter tout de suite, et puis convaincre ou obliger par exemple la Corée du Nord, où ils sont quand même assez avancés malgré tout au point de vue informatique, etc. etc. Donc, par rapport à ça, moi, je reste toujours sans une opinion tranchée, sachant que, par exemple, quelqu'un l'a déjà cité aujourd'hui, non, c'était avant que l'enregistrement soit démarré. Par exemple, David Wood est très clair sur le fait que lui, il pense qu'il faut faire une pause. Et j'étais curieux pour Shaiman, je pense que toi, c'est toujours aussi ça. Hein. En fait, je suis d'accord que c'est compliqué à mettre en place une pause. Ça me semble pas impossible non plus, mais les probabilités sont effectivement moins grandes. Maintenant, une nouvelle proposition qui est beaucoup mise en avant, c'est la proposition autour des lignes rouges. Là, il y a eu le 22 septembre, lors de la 80e Assemblée générale de l'ONU, une grande annonce justement avec une nouvelle déclaration qui a été signée par Yoshua Bengio, par Geoffrey Hinton, par 10 prix Nobel, par 9 présidents et anciens ministres. C'est vraiment j'en ai parlé juste avant que oui. tu arrives. Ah bah voilà. Oui. Du coup, là, elle appelle vraiment à des lignes rouges. Et donc, ça, c'est aussi une autre, quelque chose qui finalement pourrait ressembler à la pause, mais qui serait peut-être plus facile à faire accepter globalement. Se mettre d'accord que nous ne voulons pas d'IA qui s'auto-réplique, d'IA qui permettent d'expliquer comment faire des pandémies ou ce genre de choses, ou qui s'auto-améliorent, qui créent des modèles successeurs. Même si on est en désaccord sur le fait de quand est-ce que ça va arriver, de si ça peut arriver, etc., on peut au moins se mettre d'accord sur le fait que s'il y a de bonnes raisons de penser que ça arrive dans un modèle, ben on ne crée pas ce modèle, on ne le développe pas, ou on met des sanctions extrêmement lourdes. Donc ça, c'est des choses qui me paraissent moins solides qu'une pause, parce qu'il y a quand même beaucoup de dangers, même si on met en place ce genre de ligne rouge, qu'il n'y aurait pas avec une pause, et peut-être que c'est plus acceptable d'un point de vue du dialogue international. Donc, oui, moi, je pense qu'il n'y a qu'une différence linguistique entre une ligne rouge et une pause. Hein. Enfin, même théoriquement, la ligne rouge, c'est plus dur parce que ça veut dire, en fait, la ligne rouge, ça veut dire que tu ne vas pas au-delà d'un certain nombre de choses. Tu ne vas pas, par exemple, enfin, ça c'est dans les questions fréquentes, c'est pas vraiment dans le texte lui-même, mais tu ne vas pas jusqu'à une intelligence artificielle qui a une responsabilité en matière de guerre nucléaire. Voilà, donc, parce que finalement, Pause AI, ça s'appelle Pause AI, mais le but est plus un arrêt, en tout cas jusqu'à un avenir relativement lointain, plutôt qu'une pause. Voilà, et peut-être que je voudrais aussi dire quelques petits mots techniques sur, parmi les gens qui réfléchissent à cela, à la question, on va dire, de l'arrêt, il y a un certain consensus, en tout cas, il y a une large majorité des gens qui s'expriment en disant que ce qui est le plus important dans un tout premier temps, c'est d'avoir
un accord entre la Chine et les États-Unis. Et donc, pour ce qui concerne les États-Unis, il y a un chef d'État un petit peu étrange qui est au pouvoir actuellement. Un des rares avantages, c'est que comme c'est un chef d'État qui décide de tout lui-même, si jamais il va dans la bonne direction, ça pourrait se passer relativement vite. Et du côté de la Chine, ça n'est pas l'État le plus démocratique de la planète, mais donc là aussi, ça a un petit avantage, c'est qu'il ne faut pas passer par par des mécanismes démocratiques extrêmement complexes. Et la Chine, pour le moment, mais c'est probablement pour un peu pour faire, on va dire, contraste avec ce que disent les États-Unis. La Chine, en ce moment, met beaucoup l'accent sur des négociations au niveau des Nations Unies par rapport à l'intelligence artificielle. Donc, l'espoir n'est pas nul. Et, comme comme tu le disais, en tout cas implicitement, Scheinman, ce qui s'est passé ces tout derniers jours va dans le bon sens, aussi avec Gutiérrez qui est intervenu pour soutenir cela, avec aussi une annonce, je crois, mais je dois encore lire les textes de manière détaillée, une annonce d'une conférence internationale qui vient. Voilà, donc en fait, ça dépend beaucoup de comment va réagir Trump. Et il faut savoir que Vance, Vance, le vice-président, qui est, à mon avis, quelqu'un de, enfin, un peu moins déraisonnable et, et peut-être un peu plus intelligent, un peu moins impulsif aussi que Trump. Il faut savoir que Vance a déjà fait des déclarations par rapport aux risques existentiels liés à l'intelligence artificielle. Et la dernière chose que je veux dire par rapport à tout ça, et donc Chine-USA, c'est que par contre, aux USA et probablement en Chine, mais en Chine c'est moins transparent, il y a aussi une partie des spécialistes de l'intelligence artificielle qui disent que non, 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 il ne faut surtout pas ralentir parce que sinon c'est l'autre partie qui va y arriver avant nous. Et donc peut-être que ça détruira l'humanité, mais plus grave encore, ça risque de détruire l'armée chinoise ou l'armée américaine. Voilà, voilà. Je laisse Ouais. peut-être Nicolas et son... Nicolas voulait prendre la parole, S'il arrive à je crois. parler malgré son mal de gorge. Je sais pas si on m'entend. Est-ce qu'on m'entend? On t'entend. Oui. Ah, je n'ai pas de retour. Déjà, bonjour tout le monde. J'espère que ma voix ne va pas décider de mourir d'ici là. Juste réagir à ce qu'a dit Marc, qu'il y avait une chance qu'on retourne à l'âge des cavernes si jamais ça se passait mal. Moi, je pense que l'âge des cavernes, c'est peut-être ce qui pourrait nous arriver de mieux si jamais l'IA part vraiment en cacahuète. Et je veux juste réagir aussi sur un aspect qu'a dit Didier concernant le fait que voilà, les patrons des grosses entreprises d'IA sont aussi des êtres humains qui ne veulent pas forcément mourir. Sauf que je pense que là, on est dans. Il y a, juste techniquement, il y a des petites coupures, mais vas-y, continue, Ah, continue. Parce que... ouais. Ouais, donc ça, c'est pas le mal de gorge, c'est les coupures. Ouais. Mais pourtant, tu n'as pas ton image, donc il n'y a rien à faire. Et donc, du coup, je pense qu'en fait, maintenant, on est dans une course effrénée à l'IA, à la super intelligence, ou à la GI, peu importe le nom qu'on lui donne, que c'est une course inarrêtable et que les entrepreneurs, les PDG pourraient quand même créer ça, même sans le remarquer, parce qu'il faut aller plus vite que l'autre. Et que là, c'est une réaction en chaîne qui a commencé un peu comme une réaction nucléaire et que c'est inarrêtable. On pourrait peut-être le ralentir, mais même si la Chine et les USA décidaient tous les deux de dire non, on ne développe pas l'IA, on arrête tout actuellement, en fait, il y aurait une autre nation qui viendrait à un moment donné, même si ça prend plus de temps, qui viendrait en embuscade, que ce soit de l'Inde, que ce soit de la Russie, que ce soit la Corée du Nord, ou même l'Europe, ou même peut-être quelqu'un qui arriverait à trouver d'autres solutions dans son garage, entre guillemets. Je pense que là, on est parti sur un chemin inarrêtable et que tout ce qu'on peut essayer de faire, c'est de l'encadrer au mieux possible, le surveiller. Mon seul espoir, c'est qu'on aurait une agence internationale. Alors là, je suis vraiment
dans une optique purement un peu imaginaire, mais une agence internationale peut-être de l'ONU, avec un pouvoir démesuré qui pourrait vraiment aller jusque dans les labos directement de toutes les entreprises partout dans le monde qui font de l'IA, que ce soit en Chine, que ce soit aux USA, et qui pourrait contrôler très activement tout ce qui s'y passe, et avec le pouvoir de dire de mettre un stop, et que si jamais une entreprise va trop loin, de même dissoudre le board si ça se passe mal, mais aucun pays n'accepterait qu'une agence, même internationale, vienne dans ses labos pour leur dire quoi faire, au vu des enjeux économiques et du pouvoir politique que pourrait amener l'IA. Voilà. Oui, je comprends le raisonnement. Je ne suis pas. Enfin, je veux dire, on n'a jamais eu une situation pareille où vraiment. Enfin, si, on a déjà eu, avec le risque de guerre nucléaire, des perceptions proches de celle-ci. Et en plus, comme l'arme nucléaire avait été utilisée, il y avait plus de compréhension des risques. Enfin, ok. Mais donc, moi, je pense que la probabilité d'y arriver n'est pas énorme, mais je pense qu'il faut quand même essayer. Et parmi les exemples qui sont relativement souvent donnés, donc les armes bactériologiques, les armes chimiques, etc. Après pour ce qui concerne les armes chimiques, après la Première Guerre mondiale, elles ont été, par exemple, non utilisées. Je crois que pendant la Seconde Guerre mondiale, sur le terrain militaire lui-même, les armes chimiques, elles n'ont jamais été utilisées du tout, quoi. Donc, c'est pas tout à fait Parce sans que, espoir. Et oui, je te laisse parler là, parce qu'il oui, y a juste quelque parce que chose que je voulais dire. Ah oui, on n'a plus de conflits non plus. On a eu des conflits depuis la Seconde Guerre mondiale, etc. On a eu des conflits importants au niveau guerre, mais on n'a plus des conflits d'ampleur, de guerre totale, comme a pu être la Seconde Guerre mondiale. non, non, mais je veux dire, pendant la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas eu d'utilisation des armes chimiques dans un cadre militaire. Il y a eu utilisation des armes chimiques dans les camps de concentration, par exemple, mais il n'y a pas eu sur le champ militaire, alors que il y a eu des centaines de milliers de morts avec des armes chimiques pendant après la Guerre mondiale. Oui, la chose suivante que je voulais dire, c'est que pour moi, dans toute l'argumentation qui doit être donnée, c'est en termes démocratiques, ce qui est quand même important pour l'AFT, Technoprog, et aussi pour pas mal de gens qui argumentent, en termes démocratiques, quand on demande aux citoyens s'ils pensent que il faudrait créer une intelligence, enfin si ça doit être admissible de créer une intelligence artificielle supérieure à l'intelligence humaine et dont on ne sait pas si elle pourra être contrôlée, l'immense majorité des gens disent non, quoi. Donc, on est dans une situation, c'est Joshua Bellio qui disait ça. Et à propos, si c'est la même, je sais, si tu as entendu l'interview, donc Scheinman, que Edouard proposait d'écouter, donc j'ai pas très bien compris pourquoi, mais Joshua apparemment avait peur de citer des noms, mais donc il insistait sur, voilà, l'immense majorité des gens sont opposés à la création d'une intelligence artificielle, mais par contre, la majorité des personnes dans la Silicon Valley, eux, ils sont enfin en tout cas des responsables les plus élevés dans la Silicon Valley, ils sont favorables. Mais bon, aux États-Unis, on est quand même encore dans un système où si c'était interdit, je pense qu'on arriverait, on arriverait à l'interdire. Partout dans le monde, ça ce serait encore une autre question. Voilà, voilà. Mon avis modéré, voilà, malheureusement. Modérément optimiste, malheureusement, très modérément. Après, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus simple que ce qu'on peut penser d'un point de vue technique si on se met d'accord, parce que aujourd'hui, du coup, ça a des aspects très négatifs, le fait que ça soit une industrie qui est très enfin, c'est un oligopole, quoi. Mais ça a aussi des aspects très positifs. Le fait que, par exemple, plus de 80% des puces mondiales qui servent à l'IA passent par TSMC, ça permet de faire ce qu'ils appellent en anglais de la compute governance, la gouvernance du calcul.
et de voir concrètement où vont les puces, quels sont leurs usages. C'est des choses qui sont beaucoup plus simples à contrôler que bien d'autres choses. Et il faut aussi se dire qu'aujourd'hui, les plans qui sont imaginés pour faire des IA de niveau surhumain, c'est vraiment des infrastructures qui sont gargantuesques, quoi. Leopold Aschenbrenner, dans son livre Situational Awareness, il parle de jusqu'à 20% de l'énergie des États-Unis qui serait utilisée pour créer l'IA surhumaine. Donc ça passe pas inaperçu. C'est pas n'importe qui dans son garage qui peut faire ça. À terme, peut-être que ce sera le cas. On trouvera de nouvelles façons de faire de l'IA, mais au moins, disons, si on arrive à faire une pause ou mettre des lignes rouges, ça nous permet de gagner du temps pour faire plus de recherches sur l'aspect technique, pour instaurer des normes démocratiques plus solides. Le problème, c'est que là, le temps presse et c'est précisément contre ça qu'il faut se battre. Après, c'est vrai qu'à long terme, la création d'une super IA me paraît assez inévitable si si n'importe qui peut la fabriquer dans son garage. Mais à court terme, sur les quelques prochaines années, voire quelques prochaines dizaines d'années, au moins ça nous laisse le temps de réfléchir à tous ces sujets et puis d'encadrer ça d'un point de vue et de l'alignement technique et de l'aspect qui est-ce qui prend les décisions des valeurs de l'humanité pour jusqu'à la fin des temps. Tu es muté, Fred. Ouais, non, on t'entend pas. Ça y est, hein? Non. On réessaye? Bon, les mystères de l'informatique. Écoute, continue à essayer. Pendant ce temps, je dis alors ce que je voulais dire. Tu peux peut-être essayer de quitter et de revenir. Ouais, peut-être. Peut-être que c'est l'IA qui nous empêche déjà. Bon, blague classique. Oui, en fait, Shaiman, on est d'accord alors, parce que donc, ce que j'allais te répondre, c'était le fait qu'il y avait un risque que ce soit une situation assez temporaire, qu'il faut des puissances informatiques considérables. D'ailleurs, enfin, je ne sais pas exactement ce qu'il en est, mais quand il y a eu DeepSeek, apparemment, ils utilisaient beaucoup moins de puissance informatique que OpenAI déjà, quoi. Enfin, Shaiman, tu te souviendras qu'il y a à peine moins d'un an maintenant, on disait tout ce qui est utilisation de l'intelligence artificielle, ça fait des dépenses d'énergie absolument gigantesques. Et là, maintenant, on est déjà à, je crois que c'est enfin, on était déjà il y a quelques semaines à 2 milliards de recherches par jour. Si chaque recherche d'IA utilisant les LLM coûtait une dépense d'énergie considérable, avec 2 milliards de recherches, les centrales nucléaires exploseraient, quoi. Donc, à mon avis, la quantité d'énergie nécessaire diminue très rapidement. Est-ce qu'on m'entend là? Yes. Ah, super. Oui, c'était pour dire aussi que c'était pas Marc, hein, même s'il y a la photo, c'est parce que je suis sur le compte de l'AFT, mais c'est bien Fred. Oui, Ouais, sorry. ouais, non, c'est Nicolas croyait que c'était Marc, mais voilà, petite réflexion, ouais, parce qu'en fait, il y avait cette idée de super intelligence et que là, peut-être effectivement un mode on-off, ça paraît en termes de prévention des risques la solution la plus évidente. Mais d'une part, Shaiman, tu parlais aussi d'hypothèses où on serait sur des lignes rouges, donc avec du plus ou du moins en fonction des modèles et de ce dont ils sont capables, par rapport aux IA déjà actuels, hein, qui sont peut-être utilisables pour faire je sais pas moi, des bactéries miroirs, des choses comme ça très dangereuses. Bah voilà, c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Qu'est-ce qui serait le mieux? Nicolas parlait d'une agence internationale, mais ce que Paul Jorion aussi disait, c'est qu'on peut imaginer que les services secrets des différents pays utilisent déjà d'ores et déjà l'IA pour essayer de prévenir, pour tracer, pour essayer de voir qui fait quoi, un peu comme sur le terrorisme en général. Alors peut-être que là, ça le rend plus facile ou beaucoup plus facile, mais j'imagine, ou en tout cas, on peut penser qu'il y a une voie de prévention des risques comme ça, en boostant les capacités aussi des services secrets.
sur l'ensemble, moi, je prendrais un peu le truc à l'envers, c'est-à-dire ce serait pas tellement quelles sont les conséquences de l'anéantissement de l'humanité, ce serait plutôt, mais quelles sont les conséquences de ne pas l'anéantir, l'humanité? Si on n'anéantit pas l'humanité, elle reste dans sa contradiction fondamentale et dans son désir immémoriel de vouloir devenir immortel, ou en tout cas d'être dans la grande longévité, de sortir des maladies et tout ça, quoi. Donc, sa pulsion transhumaniste, elle est là. Si on n'anéantit pas l'humanité, elle reste. Et est-ce qu'on peut l'anéantir, l'humanité? C'est un peu la thèse qu'il y a dans Mélancolia, hein, de Lars von Trier, où là, il semblerait que oui. Justine nous dit oui, l'humanité n'en a plus pour longtemps, il n'y en a que sur Terre de l'humanité et de la vie, et il n'y en aura plus nulle part ailleurs, jamais. Est-ce que tu peux dire quelques mots de plus sur Mélancolia, parce que ça me dit quelque chose, mais Oui, probablement pas à ton avis. c'est un film de Lars von Trier, en fait, où tu as le thème, si tu veux, c'est qu'il y a une planète qui va venir percuter la Terre et la détruire. En tout cas, il suppose ça. Et effectivement, il y a, par exemple, le philosophe Zizek nous dit que c'est un film optimiste parce qu'il est dit que en fait, la planète va vraiment heurter la Terre et détruire la vie, et que c'est une vraie fin. C'est-à-dire que c'est optimiste parce qu'il y a une vraie fin, une fin définitive. C'est vrai que moi, je table plutôt sur le fait que ça recommence encore et encore et encore, ici ou ailleurs. Mais dans ce film, voilà, là, il y a une des protagonistes qui a l'air connectée un peu de manière métaphysique à la planète et qui dit il y a de la vie que sur Terre et plus pour longtemps. Donc là, on pourrait dire que ça anéantit aussi l'angoisse de l'humain et son désir transhumaniste, hein. C'est pour ça que je me dis que l'âge de pierre, revenir à l'âge de pierre, c'est peut-être pas la meilleure chose pour nous, puisque depuis l'âge de pierre, on reviendrait peut-être à l'âge de silicium, et toujours avec ce désir de ne pas mourir et de ne pas souffrir. Alors que si on est totalement anéanti, au moins c'est fini. Mais voilà, si on n'anéantit pas, et certainement qu'on n'en est même pas capable cosmologiquement, eh ben, on reste dans cette espérance de devenir autre chose, de devenir des transhumains, si vous voulez. Et ça, on a certainement besoin d'outils très puissants, d'outils d'intelligence artificielle, ne serait-ce que pour faire des modifications génétiques, des médicaments et tout ça. Euh, Juste vivre, justement, juste vivre, soit à l'âge de pierre, soit à l'âge d'aujourd'hui, mais sans IA, sans espérer ce progrès, j'ai l'impression que ça suffit pas, ou que ça ne nous suffit pas. Donc, voilà, moi je me dis aussi que là, je vous ai partagé, hein, le dernier texte, dernière théorie de la conscience de Paul Jorion. Et je me dis, peut-être qu'une intelligence artificielle, la vraie course peut-être pour se protéger, ce serait que d'implémenter la conscience dans une intelligence artificielle, parce que quand bien même elle nous détruirait, ce qui paraît peu probable, je pense, si elle était consciente, parce que la dynamique même de la vie est plutôt symbiotique. Mais si c'était le cas, au moins ce serait une espèce consciente. Ça ne serait pas le Disneyland sans enfants, ce serait une IA consciente, quoi. Et dans un sens, on serait sorti de notre condition, parce que l'esprit serait sorti de sa condition d'humanité, quoi, en tant que contradiction fondamentale. Voilà, voilà. Ok, d'accord. Ce par quoi tu termines, ouais, donc je le comprends théoriquement, mais je pense qu'il y a vraiment très 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 peu de gens qui peuvent être convaincus, on va dire, pratiquement aussi, que ce serait une bonne chose que l'humain disparaisse parce qu'il y aurait une intelligence consciente supérieure qui nous remplace, quoi. Ça ne serait pas une bonne Et chose, mais ça serait enfin, c'est-à-dire, ça serait moins oui, ce pire serait que de moins pire disparaître sans rien, peut-être quoi. que... oh, ouais, ouais. Et alors, par rapport à s'il y avait une intelligence artificielle consciente, elle serait, on va dire, il y a... enfin, elle ne tournerait pas. Ça, c'est vraiment quelque chose pour lequel Elisa Yudkowsky et d'autres ne sont absolument pas convaincus. Une des raisons que j'ai entendues, c'est que une intelligence artificielle consciente ici apparaîtrait, on va dire, sans avoir besoin de symbiose. L'évolution humaine comprend une part de symbiose. Ouais. La deuxième raison, c'est que, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être une intelligence artificielle pour souhaiter détruire d'autres êtres et pour être capable du pire. Voilà. Et donc, comment et la vie et l'évolution de la vie
c'est un mélange de symbiose et un mélange de struggle for life. Hein. Faut pas, je trouve que présenter la vie comme étant surtout de la symbiose me paraît aussi caricatural, si pas un peu plus que présenter ça comme la struggle for life, la lutte pour la vie, on dit en français, je ne sais pas. Et d'ailleurs, j'ai même lu dans les argumentations qu'en réalité, même les symbioses étaient relativement rarement des symbioses où chaque partie essaye d'améliorer le sort des deux. Généralement, les symbioses, c'est des systèmes dans lesquels chaque partie essaye d'en tirer le plus. Et puis, il y a une période dans laquelle ça fonctionne en échangeant. Ouais, Voilà. non, t'as raison. T'as raison. Et puis en plus, des fois, dans la symbiose, il y a l'être, un des deux, l'être peut-être le plus simple, se retrouve complètement dilué ou absorbé. Et dans un sens, on peut dire qu'il disparaît aussi. Ok, oui. Ouais, c'est plutôt Blaise Aguirre-Yarkas qui est sur sur les deux aspects, struggle for life et symbiose. Il va mettre l'accent sur symbiose, mais dans une perspective qui est quand même effectivement, qui pourrait laisser des angoisses et des craintes, effectivement, si on devait se confronter à une super IA dans cette perspective. Et si la super IA a la même symbiose avec nous que nous, on a la symbiose avec les poulets, on n'est pas bien. Ouais. Ou alors, ouais, c'est vrai que si on a un truc de fourmi dans notre jardin qui nous gêne, on va pas hésiter à mettre un coup de pelle dedans. Ouais. Non, mais ici, on parlait des symbioses, hein, quand même. Mais enfin, bon, on est d'accord que ça n'est quand même pas la règle principale. Et après, sur l'aspect extinction, je pense qu'il y a quand même vraiment des bonnes raisons de penser qu'il y aura une extinction et pas juste un truc âge de pierre ou je sais pas quoi. Parce que, d'une part, tout le paradigme de la convergence instrumentale qui montre que déjà dans les IA actuelles, on voit que les IA essayent de ne pas se laisser débrancher, de recherche de pouvoir, de conservation des objectifs, etc. Si on pousse ça avec des super intelligences artificielles, on sera clairement en compétition avec elles sur des ressources clés, comme par exemple l'énergie. Elle aura besoin de notre énergie, sur les usines pour fabriquer des choses. Elle aura besoin de nos usines. Et il se trouve qu'on a aussi besoin des usines pour vivre, sur la surface terrestre. Sur tout un tas de ressources finalement où on pourrait être en compétition avec elle. Évidemment, quand on est en compétition avec un être qui est des milliers de fois plus intelligent que nous, on n'est pas bien. Et un autre aspect aussi, c'est que c'est très peu probable que l'humanité réagisse de façon tout à fait cool, en mode ah bah c'est super, la super IA est là, elle n'a pas nos intentions, et puis on la laisse faire. Certainement que l'humanité voudra réagir d'une manière ou d'une autre, justement essayer de la débrancher, essayer de lui changer son objectif pour qu'il soit plus aligné avec les nôtres. Et du coup, pour la super intelligence artificielle qui a un objectif en particulier, les humains, c'est quand même des êtres particulièrement embêtants qui, si on veut maximiser un objectif en particulier, embêtent et sont une source à la fois de distraction par rapport à l'objectif et à la fois une possibilité d'empêchement de l'objectif. Donc vraiment, il y a aucun intérêt à préserver l'humain à partir du moment où justement elle est capable de fonctionner de façon autonome. C'est pour ça qu'on dit que c'est quand même très probable que les premières années, à quelque part, ou les premiers mois, les premières semaines, selon les échéances qu'on a, soient tout à fait positives et puis qu'on ne s'en rende pas compte. C'est parce que pour que l'IA s'implante vraiment partout dans la société et puisse devenir totalement autonome sans humain, il faudra probablement au moins quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, suivant les échéances. Mais à partir de là, du moment qu'elle n'a plus besoin de nous, on serait vraiment extrêmement pas pratique pour elle, on serait un danger pour son objectif. C'est là qu'on se rend compte que Matrix, en fait, serait peut-être un scénario optimiste où l'IA a quand même besoin de l'être humain pour son énergie, alors qu'en fait, dans la réalité aujourd'hui, où elle recouvre tout de panneaux solaires, où elle a une fusion nucléaire, et donc du coup, elle aurait plus besoin de nous conserver dans des cocons pour laisser survivre. Oui, et malheureusement, par rapport à la question des risques que disait Scheinman, les humains tels qu'ils sont, ils pourraient utiliser des armes nucléaires, ce qui n'est quand même pas très bon pour faire fonctionner une société sans humains. Voilà. Et surtout aussi, ils pourraient créer
une autre intelligence artificielle qui pourrait apparaître comme en concurrence. Ouais. Donc, oui, je suis malheureusement d'accord au fait que ça n'est pas simple, mais je trouve que parmi les idées, enfin les 3 idées que j'ai citées de Yoshua, une des idées, créer une intelligence artificielle qui n'a pas la volonté de persister, ça résout une grande partie du problème. Enfin, ça résout une grande partie du problème si c'est techniquement possible, évidemment. Mais voilà. Il est 18h54. Je propose qu'on ne continue pas trop longtemps, d'autant plus que, peut-être pour rappel et pour publicité, dans quelques semaines, il y aura une confrontation très amicale entre Scheiman, d'une part, pour l'argumentation de l'intelligence artificielle supérieure à l'humain, risque très fort de nous détruire, contre Rémi Sussan, qui fait partie des gens extrêmement connaissant bien l'intelligence artificielle et qui pense que les risques sont réduits. Donc je me réjouis d'entendre les arguments des uns et des autres. Je serai arbitre non neutre et je ferai après cela un petit article de synthèse soumis d'abord à Scheiman et à Rémi. Voilà, il est donc moins quelques minutes. Enfin, si cela vous va, et à moins que vous ayez, que certains d'entre vous aient tout à coup encore pour plusieurs minutes à parler, moi ce que je proposerais, c'est que on fasse chacun 1 minute de conclusion, et peut-être, à moins qu'il ne le souhaite toujours pas, en commençant par Marco, mais si tu ne le souhaites toujours pas, Marco, alors je propose, enfin, celui qui intervient. Bon, si personne n'intervient, je propose Nicolas. Alors, juste, je termine avec un chic pour passer mal de gorge. Il y a un truc quand même que je constate. Je m'intéresse à l'IA, entre guillemets, de loin ou de près depuis au mois 2010. Et en fait, même avant ça, depuis le film que j'ai vu, le film iRobot. Ce que je remarque, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, il y a encore 10, même un peu moins, 5, 7 ans, c'était de l'ordre vraiment de la science-fiction d'avoir un jour une intelligence artificielle qui aurait une intelligence proche de l'être humain. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, à part quelques-uns, plus personne ne dit que c'est impossible et que même on est assez proche. Alors qu'il y a encore même 10 ans, c'était totalement presque impossible. Et je trouve que, alors que je suis plutôt pro IA, je trouve que la vitesse de développement est juste effrayante. C'est impossible à suivre en fait. Et oui, en effet, Fred. Oui, ben, c'est vrai que je partage cette idée et je m'en réjouis, c'est vrai, de voir ce revirement. Non, simplement pour conclure, un petit paradoxe. C'est, je trouve, c'est entre la présentation du caractère complètement puissant, démesuré, quasi inarrêtable de la dynamique de fond, avec éventuellement quelques petites fenêtres de frein et un stop très improbable de la part de pause IA et tout ça. C'est presque, ils partent presque perdants, j'ai l'impression. Voilà, ça fait un drôle d'effet, c'est-à-dire à la fois hyper anxiogène et puis avec aussi hyper peu puissant, assez impuissant peut-être dans la présentation de ce qui est possible. Donc voilà. Ok, merci Fred. Scheiman. Ben, conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que c'est important de prendre en compte ce que nous disent tous les prix Nobel et tous les prix Turing et ces anciens chefs d'État et ministres et à la fois, en même temps, les géants de la tech ne s'en cachent même plus le fait qu'ils cherchent à développer ce genre de système. On a toutes les bonnes raisons de penser que c'est des systèmes qui peuvent mener jusqu'à notre extinction. Donc,
les gens sont tous d'accord, même aux États-Unis, qui est un pays, probablement le pays le plus accélérationniste, il y a 72% des gens qui disent qu'ils veulent ralentir l'intelligence artificielle. Donc, écoutons les scientifiques et les gens plutôt que les entreprises. Et puis, il n'est pas trop tard pour agir, mais peut-être que ce sera bientôt le cas. Donc, il faut agir maintenant. Merci, Shaiman. Et donc, moi, ma conclusion, d'abord, ce serait de dire peut-être un peu différent de Shaiman, une des choses qui me fascine, c'est que même si effectivement maintenant la majorité quand même des spécialistes disent il y a un risque et ce risque est non négligeable, on peut encore aujourd'hui parler avec des gens ayant des connaissances tout à fait considérables et supérieures, en tout cas aux miennes, dans le domaine et qui pensent qu'il n'y a pas de risque ou qui pensent qu'il y a un risque. Et je crois que ce n'est pas une question de bonne ou de mauvaise foi. En tout cas, et c'est pour ça que je vous invite à venir le jeudi 23 octobre au dernier bar vers la fin du monde, mais ce sera aussi enregistré entre 19 et 22 heures. Donc, je répète, jeudi pour Nicolas, jeudi notamment, jeudi 23 octobre, 19-22 heures, Paris. Ce sera enregistré aussi. Et je vous souhaite une belle fin de journée. Voilà.